Le deuxième était le... D'abord un mot, si vous le permettez, de l'abstention, puisque d'après les différents instituts de sondage, elle pourrait battre un record à l'occasion du premier tour. Un Français sur 3 resterait à la maison plutôt que d'aller voter le 10 avril prochain. Comment vous l'expliquez ? Il y a quelqu'un qui me parle là, mais... l'abstention, l'abstention, elle est complètement légitime en fait. Il y a un ras-le-bol depuis longtemps. Il y a une situation de crise économique et sociale terrible, et puis sentiment d'avoir toujours été baladé et trahi par les élus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc en fait aujourd'hui, oui, il y a une grosse méfiance de la part des institutions, et puis il y a plus de crédibilité dans les élections, en tout cas de moins en moins. On en est même à voter pour le moins pire. Puis même, vous avez vu, on parle vachement du vote utile, on parle plus de vote de confiance en fait. Donc il y a quelque chose qui est très légitime, qui s'explique, et voilà, c'est un état de fait. Alors c'est vrai que la présidentielle, d'habitude, il y a moins d'abstention, mais là, voilà, on en arrive là. Et puis en plus, Macron qui veut pas faire de débat, il n'y a pas de débat. Enfin, la gestion de la campagne présidentielle sans confrontation, enfin tout ça, ça en rajoute aussi à l'impression d'une élection qui est déjà jouée. Et puis les sondages qui nous gavent tous les jours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui expliquent en fait l'écœurement et le fait que les gens s'éloignent de l'élection. Sur l'absence de débat, vous avez vous-même écrit à vos collègues de gauche, aux autres candidats de gauche, pour justement demander un débat au moins entre vous. Est-ce qu'ils vous ont répondu ? Non, on n'a pas eu de réponse, ce qui démontre aussi que de leur côté, il n'y a même pas l'envie de se confronter, parce que là, on ne parle pas que de débat entre la droite et la gauche, ou entre tout le monde et même l'extrême droite, parce qu'en plus, on n'a même pas envie de débattre avec ces gens-là, on n'a pas envie de débattre avec les fascistes ou avec les racistes, avec les ultralibéraux, mais au moins à gauche, ça aurait été bien qu'il y ait un vrai débat, une confrontation justement entre ce qu'on appelle la gauche institutionnelle ou libérale, qui a quand même des bilans à faire de ses gouvernements passés, et puis même la gauche radicale avec Mélenchon. On aurait besoin de débattre des perspectives, de quoi faire pendant l'élection, enfin quoi dire pendant l'élection, quoi faire après, et qu'est-ce que ça veut dire le vote utile aussi, parce que Mélenchon insiste beaucoup sur le vote utile. Est-ce qu'il y a que lui qui est utile, est-ce que nous on est inutile, enfin tout ça, et puis en quoi nous à la NPA on serait utile, et ça aurait été bien qu'il y ait un débat public justement, parce qu'en fait les militants de gauche, ou on va dire la population de gauche, ou la population qui en a ras-le-bol de la société ou du système, aurait besoin justement de discuter tout ça, de comprendre là où on en est et comment on peut s'en sortir, et puis ce dont on aura besoin aujourd'hui. Et nous on pense qu'il y aurait besoin de reconstruire une gauche, mais une gauche radicale, une gauche liée aux luttes, une gauche anticapitaliste, internationaliste, féministe, anticolonialiste. On aurait besoin de ça pour préparer les batailles, parce que derrière, il faut qu'on se batte, parce qu'on va se faire attaquer de toutes parts. Ça existe depuis très longtemps, ça va continuer. Donc ce débat-là, oui, on l'a pas, et c'est regrettable, et en plus, on voit qu'ils n'ont pas vraiment envie, donc c'est un problème. Philippe Poutou, vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous étiez ouvrier dans une usine automobile jusqu'en 2019, c'est votre 3e candidature, les 2 premières vous avez obtenu un peu plus d'1% des suffrages. Vous dites finalement, et ce que dit tout le monde aujourd'hui, c'est on est un peu perdu devant l'offre politique de cette élection présidentielle, mais est-ce que vous ne contribuez pas vous aussi un peu à la confusion, puisque vous êtes candidat à un poste que vous souhaitez supprimer, c'est-à-dire celui de président de la République? Est-ce que c'est pas un tout petit peu paradoxal? Mais oui, ça peut être paradoxal, d'ailleurs on en parle de ces aspects-là, quoi. D'abord, on n'est pas électoraliste, on pense que c'est pas les élections qui changent la vie, donc on va à une élection pour dire que c'est pas les élections qui changent la vie radicalement. Donc déjà, on a un paradoxe, mais on l'assume. Et l'autre paradoxe, effectivement, on ne veut pas de cette fonction présidentielle. Pour nous, une fonction présidentielle, c'est profondément antidémocratique, c'est du pouvoir d'une personne. Donc vous êtes candidat à un poste dont vous ne voulez pas pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, ni pour nous, ouais, bien sûr. Mais on n'est pas hors sujet non plus. Il y a une élection présidentielle, c'est un moment politique important, un moment dans l'institution, un moment où normalement la population s'intéresse aussi au monde dans lequel on vit. Et donc autant être là pour aussi discuter de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une véritable démocratie, ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire un pouvoir collectif, un pouvoir au service de la population. Donc en fait, nous, on y participe et on a toutes les raisons d'être là, parce qu'en fait, on est des militants au quotidien, on est investi dans les luttes, on est investi dans pas mal de choses. Donc en fait, oui, on peut très bien être là et dire oui, ça, il faut le changer. Il faut que ça change radicalement. Une démocratie, c'est pas juste voter pour un individu qui fait ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est aussi discuter d'un cadre démocratique réel. Comment la population peut s'organiser, peut débattre et décider de ce qui la concerne directement. On voit bien qu'à tous les niveaux de la société, il n'y a pas de démocratie. En réalité, on est juste bon à dire ce qu'on pense à un moment donné. Et encore, on nous le réduit ce droit-là, puisqu'on nous dit qu'il faut voter utile et pas voter pour ce qu'on pense. Donc en fait, vous voyez, il y a une démocratie qui est très très limitée. Et donc il vaut mieux être là aussi pour critiquer ça et puis essayer de formuler des choses concrètes pour la suite, quoi. Ouais, il faut que ça change. Alors justement, Philippe Poutou, on va parler de vos propositions dans un instant, mais d'abord l'actualité, c'est ce qui se passe en Ukraine. Le groupe Auchan a décidé de maintenir ses activités en Russie.
pendant ce conflit en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien appelle au boycott des supermarchés. Est-ce qu'il va trop loin en faisant cette demande ? Ah, mais le problème est posé, de fait. C'est vrai qu'au départ, c'est comment on peut fragiliser Poutine, comment on peut l'affaiblir et comment on peut se donner les moyens de stopper une guerre qui est meurtrière, comme toutes les guerres, des bombardements et tout ça, et puis comment on peut aider la population ukrainienne à faire face à cette guerre-là. Donc effectivement, la question des pressions économiques, la question des sanctions, elle est légitime et il faut se la poser. Après, comment ça peut se faire, c'est très compliqué. Nous, on serait pour. Le boycott, de toute façon, vous savez, c'est un problème qui se pose dans pas mal de choses. Il n'y a pas que pour l'Ukraine aujourd'hui. Il y a l'État colonial en Israël, il y a BDS qui pose le problème du boycott aussi pour mettre la pression. C'est un système, une façon de faire. Est-ce que vous dites qu'il faut boycotter Auchan ? Là, je veux dire, la réponse, a priori, on peut dire oui, mais tout est compliqué parce qu'en fait, Auchan, on faudrait le boycotter de tas de manières différentes puisque Auchan décide de rester en Russie, mais Auchan surexploite ses salariés, y compris en France. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses fortunes de France, je crois, qui se fait de l'argent en exploitant tout le monde. Alors, on fait quoi, la question de... Parce que le PDG d'Auchan, par exemple, il se justifie en disant qu'en partant de la Russie, par exemple, il va priver d'emploi 30 000 collaborateurs à la fois en Ukraine et en Russie. Il dit aussi qu'être sur place, ça permet de nourrir les populations, les Russes et les Ukrainiens, qui, eux, n'ont rien à voir dans le conflit. Vous entendez ces arguments ? Non, mais bien sûr, mais ça, un patron, il aura toujours des prétextes de l'emploi quand ça l'arrange, et puis alors qu'il licencie ou il supprime des emplois un peu partout le reste du temps. Donc c'est évidemment pas sincère, c'est même cynique de dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai que le problème de fait est posé, que si des entreprises capitalistes françaises se barrent de Russie, que deviennent les salariés russes ? S'ils sont licenciés, effectivement, ça n'arrange pas. Mais du coup, quelle est votre position, Philippe Poutou, sur ce point précis ? Mais justement, vous en avez pas une, vous non plus, et nous non plus, on sait pas. Voilà, c'est la position qu'on a, c'est que justement, on voit le capitalisme, le cynisme qu'il y a en permanence. Auchan comme les autres, Muliez comme les autres, eux, ils en ont rien à foutre des salariés, rien à foutre de la population. Leur problème, ce sont leurs profits, la rentabilité, et c'est le problème partout. Donc, on est dans un monde capitaliste. Le gouvernement a raison de laisser la liberté aux entreprises privées de choisir si elles restent ou pas en Russie. C'est ce qu'a dit le gouvernement. Ouais. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que le gouvernement a raison de laisser la liberté aux entreprises privées de choisir de rester sur place ou pas ? Non, mais le gouvernement, il a tort depuis le début de donner de la liberté aux patrons de licencier, de se faire du profit sur le dos des autres. C'est vrai pour les salariés russes ou c'est vrai pour les salariés partout. Donc nous, on est anticapitaliste, donc on dénonce ce système où en fait le seul problème de l'économie, c'est de faire du profit sur le dos des autres, c'est par l'exploitation, par le pillage des richesses. Donc on dénonce ça. Alors après, maintenant, dans des cas concrets comme l'Ukraine, quelles sont les solutions immédiates ? On n'en sait rien. Nous, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation populaire, qu'elle se batte, qu'elle défende ses propres intérêts et pour combattre justement tous ces égoïstes, tous ces rapaces qui se font de l'argent sur le dos des autres. Alors après, ouais, c'est vrai que le boycott, nous on pense que c'est une arme utile, je vous le dis. Aujourd'hui, par rapport à Israël qui impose un apartheid contre le peuple palestinien ou par rapport à des tas de dictatures, en fait, des tas de choses, ça se pose le problème. Mais même la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, la France qui soutient des dictatures en Afrique. Enfin, vous voyez, en fait, on est dans un monde où on aurait besoin de boycotter, mais en fait, le problème qui est posé au fond, c'est comment la population, elle défend ses propres intérêts face à un monde de charognards. Et comment on s'organise, comment on se bat, et il y a à la fois la solidarité internationale à apporter à la population ukrainienne qui subit la guerre de Poutine, et puis globalement, c'est comment on se défend par rapport à ce monde violent, brutal, ce monde d'exploitation, de pillage, d'oppression, et c'est vrai que ce sont des problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, de retrouver de la force, de se défendre, et c'est pour ça que votre question, ça implique tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est pas juste un oui ou non sur un truc très précis, c'est comment, en fait, on résiste par rapport à ce monde qui amène l'humanité à la catastrophe. On a regardé évidemment votre programme, Monsieur Poutou. On va s'attarder, si vous le voulez bien, sur certains points. Par exemple, un point qui est dans l'actualité en ce moment, celui de la politique énergétique de la France. Vous expliquez dans votre programme vouloir l'arrêt complet du nucléaire dans 10 ans, c'est-à-dire en 2032, et atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Mais entre les deux, entre 2032, on n'aura plus de nucléaire, et 2050, où on sera entièrement aux énergies propres, qu'est-ce qui se passe dans ces 20 années-là ?
En fait, nous, on pense qu'à la base, c'est reconstruire un service public de l'énergie. Donc déjà, c'est l'expropriation de Total, enfin de tas de multinationales qui, ça correspond à ce que je disais juste avant, qui ont comme seul moteur se faire de l'argent et au détriment de l'environnement ou au détriment des questions sociales. Donc il faut un service public, il faut un outil public qui permette justement de maîtriser la production de l'énergie et la distribution de l'énergie. À partir du moment où il y a, Philippe Poutou, à partir du moment où il y a plus de nucléaire... C'est compliqué si vous me reposez une question à chaque fois que je commence à répondre. Non, parce que j'entends bien ce que vous dites sur Total, mais à part le nucléaire et le renouvelable, sur quoi vous misez dans les 20 années avant 2050 ? Ce qui serait cool, c'est que je finisse ma réponse, parce que sinon après ça me perturbe, et puis voilà, donc c'est compliqué comme ça, on n'a pas beaucoup d'espace, donc j'essaie d'argumenter, d'expliquer justement tout le raisonnement. Donc en fait, le raisonnement, c'est pas juste le nucléaire ou juste les énergies renouvelables, c'est une politique d'énergie qui soit publique, sous contrôle public. Ça ne peut être que comme ça, il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes, donc il faut prendre en main ça. Ces outils-là, c'est des outils importants, c'est des outils qui sont fondamentaux pour les biens de la population, donc il faut exproprier, socialiser, c'est la base pour nous. Alors après, évidemment, il y a la question des énergies fossiles qu'il faut arrêter, ça tout le monde est d'accord a priori, même si on continue comme avant, mais enfin bon, tout le monde est d'accord dans le discours. La question de l'énergie nucléaire, nous on est pour arrêter, effectivement, on est farouchement anti-nucléaire, on pense que c'est dangereux et que ça aussi contribue à la production de gaz à effet de serre, donc il faut stopper le nucléaire le plus vite possible. On dit 10 ans, il y a des assos qui disent peut-être que ça sera un peu plus de 10 ans, c'est pas simple. Et on arrête le nucléaire, on arrête les énergies fossiles et on fait comment en attendant d'avoir les après, c'est le développement. Alors c'est le développement des énergies renouvelables, évidemment, mais on sait que ça suffit pas. Mais après, c'est un combat aussi contre tout le gaspillage qui existe dans cette société-là. Entre les délocalisations, les dizaines de milliers de kilomètres qui sont faits pour aller chercher de la viande, du soja et compagnie. Voilà, il faut réorganiser l'économie, en fait, et arriver à trouver les moyens de faire quelque chose qui soit beaucoup plus rationnel. Et donc, pour l'agriculture, en tout cas, c'est déjà aussi le combat contre l'agriculture productiviste. C'est l'arrêt de l'utilisation du chimique qui est très polluant et d'arriver à revenir à la petite production, la production de proximité, circuit court, la petite paysannerie, enfin tous ces problèmes-là sont posés. Il y a la question du transport. Nous on pense qu'il faut un transport public gratuit, un transport collectif gratuit, et ça suppose donc développement des infrastructures de transport collectif. Et puis après c'est la question aussi de la bataille contre le gaspillage d'énergie, l'éclairage nocturne, la publicité. Enfin il y a plein de choses en fait, l'isolement des logements. Enfin on entend parler de plein. Il y a plein de choses à faire et ça pose le problème de comment on met en place quelque chose de très collectif, de très public, et qui permet justement d'articuler toutes ces choses-là. Et en fait, ça pose le problème en fait d'une économie qui, à un moment donné, doit fonctionner au service des populations. Et encore une fois, c'est au bout du compte, et c'est pour ça qu'on pose le problème de l'expropriation et de la socialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement enlever le pouvoir aux capitalistes de diriger l'économie parce qu'ils en font n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a posé tous ces problèmes-là et une fois qu'on prend en main ces choses-là, on peut avoir une politique rationnelle et cohérente qui permet réellement d'avancer et de se sortir de ce discours d'impuissance de conclusion de toutes les COP. Désolé, on n'a pas réussi à s'entendre. Ouais, évidemment, ils s'entendent pas parce que les capitalistes, ils font ce qu'ils veulent. Et on le voit avec le rapport du GIEC. Il y a une urgence aujourd'hui à agir, et l'urgence à agir, c'est la rupture anticapitaliste. C'est arriver à un moment donné à construire réellement un système où on fonctionne avec comme seul moteur l'intérêt des populations et autre seul moteur la question de la défense de l'environnement. Philippe Poutou, sur la question du monde du travail, vous voulez instaurer une interdiction des licenciements. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui subit l'inflation aujourd'hui doit garder un employé obligatoirement, même si elle pourrait mettre la clé sous la porte dans quelques mois? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une économie qui n'est pas capable de faire travailler tout le monde correctement, de faire en sorte que les gens vivent correctement, c'est une économie qu'il faut renverser. L'économie capitaliste est incapable de subvenir aux besoins des populations. Elle vit de crise en crise, et quand elle apporte des réponses à la crise, elle aggrave sa propre crise. Aujourd'hui, toutes les réponses qui ont été amenées sur la question du chômage, tout ça, n'ont fait qu'aggraver le chômage. Et évidemment, ça revient à cette question que le seul moteur de l'économie, c'est la course au profit, à la rentabilité, c'est la concurrence, c'est le chacun pour soi. Même la petite entreprise. Je disais même la petite entreprise, la petite TPE, la petite PME. Mais la petite entreprise, elle est bouffée par les gros de toute façon. Donc en fait, les capitalistes, ils se moquent des petites entreprises. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Donc en fait, la question de la petite entreprise, c'est comment on peut donner des moyens à la petite entreprise pour pouvoir vivre correctement. Mais ça suppose se sortir des lois du capitalisme où les gros bouffent les petits, où les gros dominent et imposent la loi aux petits. Donc c'est pour ça qu'après, il faut arriver à construire une économie qui réponde aux besoins des populations. Et c'est vrai que ça passe par l'expropriation, au moins des grosses entreprises. Et après, ça passe aussi par la socialisation des banques. Parce que les banques, c'est un outil qui permet aux riches de s'enrichir, qui permet à toutes les triches, à l'évasion fiscale, enfin tout dans l'opacité. Et si les banques, ça devient un monopole public et ça devient justement quelque chose, un outil qui soit sous contrôle public et qui est transparent et qui permet justement à répondre, qui devient un outil utile à l'économie et aux populations, on peut imaginer donc des petites entreprises, des petits commerçants, des petits artisans, des petits paysans qui seraient moins en difficulté, moins endettés et qui pourraient au moins fonctionner normalement. Donc c'est la remise en cause de ce système-là où les gros bouffent les petits, où
les groupes font ce qu'ils veulent, ils imposent leurs lois, et c'est pour ça qu'en fait on a ces réponses-là, oui, d'abord, et l'interdiction des licenciements, ça rentre là-dedans, hein, parce que le capitalisme, de toute façon, il n'en a rien à foutre de l'emploi, et c'est ces problèmes-là qu'on essaie de poser. C'est pour ça qu'on est dans des réponses, à chaque fois on est dans des réponses d'un système. Il faut qu'on discute d'un système. C'est pas que les patrons sont méchants, c'est qu'il y a des logiques qui sont destructrices, et ce sont ces logiques de course au profit qu'il faut remettre en cause. Et au bout du compte, c'est la logique, c'est la propriété privée des multinationales, la grosse propriété qu'il faut remettre en cause. On entend ce que vous dites sur le système capitaliste aujourd'hui. D'un mot, est-ce qu'il y a dans l'histoire du XXe siècle ou de ce début de XXIe siècle un pays qui aujourd'hui vous semble être un modèle à suivre? Bah non, certainement pas. Enfin, on voit pas. C'est-à-dire ce que vous définissez, ça n'existe pas pour l'instant. On n'a jamais essayé. Ouais, tout à fait. Mais comme quand il y avait des rois et les féodaux, quand il y avait l'Empire romain, il y avait des tas de choses qui n'existaient pas. Ça n'a pas empêché l'humanité à se débarrasser des systèmes qui étaient dépassés. Il fallait autre chose. Donc aujourd'hui, on est dans cette cas de figure-là. C'est comment on arrive à construire un monde, comment on arrive à construire une société, une économie qui puisse être au service de tout le monde et qui permet d'utiliser tout le profit, enfin la technologie, la science. Enfin, on a largement les moyens aujourd'hui de construire un monde qui soit complètement différent et qui permettrait justement à l'ensemble des populations de vivre correctement. Nous, on se pose ces problèmes-là et on voit que c'est le système capitaliste qui est une entrave au progrès de l'humanité. Et il faut renverser ce système-là pour pouvoir libérer l'humanité et arriver à profiter réellement des progrès techniques et scientifiques. Et puis, enfin voilà. Et puis pour nous, c'est comment dire, c'est vital. Et puis on est révolté par ce système-là et on se dit mais non, c'est pas possible. Il y a trop d'oppression, trop de guerres, trop de massacres, trop de famines. Enfin, il faut bien essayer de comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas et ce quelque chose qui va pas, une fois qu'on l'a analysé, c'est de le combattre et puis d'arriver à construire autre chose. Dans votre programme, vous proposez une amnistie pour tous les prisonniers politiques en France. Il y a des prisonniers politiques en France, Philippe Poutou ? Ah ben, c'est sûr que le statut n'est pas reconnu en France, mais oui, les prisonniers politiques basques, les prisonniers politiques corses, et d'ailleurs la Corse fait pas mal d'actualité ces derniers temps, donc on est pour la reconnaissance déjà du statut de prisonnier politique, et après évidemment ça pose le problème de la libération de ces prisonniers-là qui sont dans des combats politiques, et face à un État souvent colonial. En fait, l'État français, c'est un État qui reste un État colonial de domination et qui refuse à des peuples comme le peuple basque ou le peuple corse des droits qui sont fondamentaux. Donc aujourd'hui on le voit, ça pète parce qu'à force de renier, enfin de pas reconnaître ces droits-là, de pas reconnaître le droit à la culture, de pas reconnaître une langue officielle et le droit à des peuples à disposer d'eux-mêmes, effectivement, ça pose un gros problème démocratique. Et il y a des moments, ça pète. Et là, il a fallu l'assassinat de Colonna pour voir la colère de la jeunesse, notamment en Corse, Philippe éclater. Poutou, vous avez qualifié Yvan Colonna de prisonnier politique. Vous le redites encore aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la légitimité des 3 tribunaux qui l'ont condamné ? J'en sais rien, nous on raisonne pas comme ça. Et voilà, nous on reconnaît un droit des peuples corses, donc on part de là. Et on reconnaît aussi que le terme prisonnier politique a un sens. Donc il y a une justice mais en moi France. je vous discute. Oui, mais moi je vous réponds. Ce qui a un sens, c'est les rapports coloniaux de l'État français. L'État français domine des endroits où il n'a pas à y être. Il n'a pas à dominer, il n'a pas à faire ce qu'il veut. Il n'a pas à interdire l'officialisation d'une langue. Il n'a pas à interdire et à décider de quelle culture on parle. Il n'a pas à interdire à quel point la population doit pouvoir s'organiser. Mais c'est-à-dire, Philippe Poutou, vous considérez qu'Yvan Colonna a été condamné non pas pour ce qu'il a fait. C'est vrai pour la Kanaky, c'est vrai pour la Martinique, la Guadeloupe. En fait, le minimum qu'on puisse faire quand même aujourd'hui, puisqu'on est dans des temps modernes et puisqu'on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et on parle de l'indépendance de l'Ukraine, et ça c'est complètement légitime, il faut aussi être capable de parler du droit d'autres peuples d'avoir leur propre liberté, d'avoir leur propre autonomie, et c'est ces problèmes-là de fond qui sont posés. Et effectivement, il y a des combats politiques qui sont menés, mais comme on a vu en Irlande, comme on a vu dans l'Afrique du Sud, où il y a eu des combats politiques, et les prisonniers, oui, ce sont des prisonniers politiques. Quand on est dans des luttes politiques, c'est rien à voir avec le droit commun, et je pense que ça, l'État français pourrait au moins le reconnaître. Mais donc vous considérez très clairement, Philippe Poutou, qu'Yvan Colonna vous considérez très clairement qu'Yvan Colonna a été condamné par 3 tribunaux différents, non pas pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire avoir tiré à 3 reprises et tué un préfet de la République, mais pour ce qu'il pense, c'est-à-dire ses visées indépendantistes. Très clairement, les faits n'ont pas joué dans la triple condamnation. Ah, vous savez qu'il n'y a pas de preuves, hein, pour Colonna, il a été condamné sans preuve, voilà. Donc après, oui, non, mais ça revient. Moi, je reviens à ce que j'ai dit. Là, il y a une lutte pour des droits. Voilà, et déjà reconnaissons ça, et puis posons-nous le problème de comment ça peut se passer le mieux possible. Et oui, ça passe par la reconnaissance d'une autonomie politique pour des peuples qui la revendiquent. Il y a un candidat, Philippe Poutou, qui fait la course en tête à gauche et qui est aux portes du second tour d'après les intentions de vote. Vous en avez parlé tout à l'heure, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Il lui manque quelques pourcentages pour y arriver au second tour. Vous pourriez vous désister, vous, au matin ou à la veille du premier tour, parce qu'il a des chances d'atteindre le second tour et que vous souhaitez faire gagner la gauche ?
Non, mais là, c'est absurde ce que vous dites. C'est pas maintenant que le problème se pose. Et puis, on n'a pas les mêmes choses à dire. Voilà, oui, il y a Mélenchon qui est en tête, mais on nous fait le coup du vote utile. Voilà. Alors, avant, Mélenchon, il était au PS, il faisait le coup du vote utile, effectivement, il y a 20 ans ou 30 ans, en disant, voilà, il faut surtout que le PS arrive au pouvoir. Le PS est arrivé au pouvoir et il nous a bien trahis. Et aujourd'hui, on nous refait le coup. Et puis, derrière ce coup-là, c'est l'idée qu'il y aurait un sauveur et tout ça. Nous, on n'y croit pas du tout. Donc, en fait, on a des potes, des camarades qui vont voter Mélenchon. Il y a des potes qui nous disent même qu'ils aimeraient bien voter pour nous, mais qui préfèrent voter effectivement ce que vous dites, le côté vote efficace, donc le côté vote utile. On va pas se disputer là-dessus, mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que le vote NPA, il a une utilité. C'est de dire qu'on a ras-le-bol de ce capitalisme-là et que ce capitalisme-là, il changera parce que la population prendra ses enfers en main, parce qu'on fera de la politique au quotidien, parce qu'on se battra, on se remobilisera et on ne croit pas du tout à une solution institutionnelle en fait. Même si Mélenchon pouvait passer par son trou de souris, parce que vous avez vu la théorie du trou de souris, bon, même s'il arrive à passer au second tour, alors là c'est encore plus compliqué parce qu'on voit pas comment il peut gagner, parce que le rapport de force électorale, il n'est pas de notre côté aujourd'hui, il n'est pas du côté de la gauche, donc autant discuter du plan B. Et c'est ça qu'on aurait besoin de débattre. Et le plan B, c'est et si c'est Macron qui gagne, ce qui est le plus probable. Et si c'est la droite ou l'extrême droite qui gagne, les ultralibéraux, les racistes, les fascistes qui gagnent, ce qui est malheureusement aujourd'hui le plus probable. Comment on fait pour se défendre juste après l'élection? Et c'est là où ça pose le problème de reconstruire un outil politique, un parti radical, reconstruire des syndicats, reconstruire des associations. Ça veut dire quoi? Il y aura un troisième tour dans la rue, Philippe Poutou? Il faut qu'on... La solution, elle est dans la rue, elle est dans la rue, dans les grèves. Alors aujourd'hui, c'est vrai que il y a plein de luttes, hein. Il y a des batailles énormes comme contre les bassines dans le Marais poitevin. Il y a des batailles environnementales, des batailles pour les services publics, des batailles antiracistes, des batailles féministes, des batailles écologistes. Il y a plein de batailles. Mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est comment tout ça, ça peut s'articuler et comment à un moment donné, on peut changer le rapport de force. Mais la seule issue pour nous, c'est pas la révolution dans les urnes, comme dit Mélenchon, c'est la révolution dans la rue. C'est que, en fait, la vraie démocratie, c'est ça en plus. C'est quand les gens ils prennent leurs affaires en main, quand on s'organise, quand on discute. Sinon, c'est de la blague. On peut pas voter tous les 5 ans et se faire avoir et puis après calculer stratégique dans l'élection qui suit. Donc vraiment, ce qui est fondamental, c'est comment la population retrouve cette confiance en soi, comment on la retrouve collectivement, comment il y a des solidarités qui se reconstruisent, comment on se défend au quotidien contre la rapacité des capitalistes, contre une société qui recule, qui est de plus en plus antidémocratique, qui est de plus en plus autoritaire, qui est de plus en plus violente, avec le chômage, la précarité, enfin tout ce qu'on voit, les oppressions, la misogynie, LGBTI-phobe, enfin on voit tout ça, quoi. Il y a quelque chose qui est très dur pour nous. Il faut qu'on se défende et c'est pas l'élection qui va le changer tout ça. Et alors voilà, donc on veut discuter avec Mélenchon de ça, on veut discuter y compris même avec les militants qui vont voter Jadot, avec les gens qui vont voter Hidalgo. Comment nous on peut se défendre collectivement et on a intérêt à se poser le problème dès maintenant. Il y a même une lutte antifasciste à mener de manière unitaire. Comment on construit ça? On en aura besoin, c'est incontournable.